Le 4 juillet 452, la délégation romaine arrive au pont de Mantoue. La chaleur est torride. Oreste, prévenu par un messager, range une garde d'honneur au débouché du pont. Il aperçoit le cortège vers 11 heures du matin. Le pape est accompagné par les sénateurs Avictus et Trigésius et 10 diacres tout de blanc vêtus, dont un porteur de l'étendard pontifical et un porteur du crucifix d'argent, 10 légionnaires en grande tenue et avec des armes d'apparat, tous à cheval. 2 légionnaires portent en flanc et croupent d'énormes sacs de cuir. Oreste les accueille au milieu du pont. Léon, prévenu par Essius des coutumes unes, descend de cheval en signe de respect. Oreste en fait autant et le pape perçoit ce geste comme un bon présage. Puis la délégation, conduite par Oreste, traverse le pont sous les regards curieux de la garde une. À 5 heures du soir, dans la magnifique tente impériale, commence un dîner donné par Attila en l'honneur du pape romain Léon. Attila, vêtu à la romaine, a décidé que le dîner doit se passer dans une ambiance amicale. Il invite le pape à s'asseoir en face de lui, place Avictus à sa droite et Trigésius à sa gauche. Léon a Onégèse à sa droite et Édécone à sa gauche. En bout de table sont placés les secrétaires des délégations, d'un côté, Prosper d'Aquitaine, et de l'autre côté, Oreste, qui a accepté pour cette occasion exceptionnelle le rôle de secrétaire de la délégation 1. Les mets et les vins sont délicats, afin de diminuer la tension des Romains. Attila commence à parler couramment, en latin et grec, du temps, des années de ses études en Italie, de ses voyages dans les pays lointains. On aborde ensuite des sujets différents et les plus agréables possibles. Attila comprend vite, avec grand regret, que Léon ne parle pas grec, c'est pourquoi, par la suite il ne parle que latin. Léon est charmé par l'empereur ainsi éduqué et mondain. Les Romains commencent à espérer pouvoir s'entendre avec lui. Et voilà, Attila propose à Léon d'examiner toutes les questions politiques. En tête-à-tête, le lendemain. Après ce dîner si amical, Léon se sent en sécurité relative et commence à se préparer à une longue conversation tranquille. Il éprouve un grand intérêt pour son partenaire, puissant et terrible. En effet, Attila, qui traitait les empereurs romains Théodose et Valentinien comme ses vassaux, pouvait se comporter avec Léon très brutalement. Le pape s'imagine ce que pourraient faire d'Attila, dans le cas de sa défaite, les empereurs romains et même les évêques, impitoyables avec les païens, les ariens, les donatistes et les autres adversaires. Léon ne s'endort pas avant longtemps. En effet, pourquoi Attila est-il si gentil avec lui? Pourquoi était-il tellement attentif aux demandes des évêques et aux prières de Geneviève en Gaule? L'après-midi du 5 juillet, l'empereur des Huns et le pape romain tiennent leur conversation confidentielle. Attila commence naturellement par l'analyse de la situation politique et militaire. Catastrophique pour les Romains. Léon soupire involontairement, « Vous avez certainement raison. Il est impossible de nier des choses évidentes. La situation pour les Romains est vraiment catastrophique. Je n'ai pas de raison de douter que vous deveniez bientôt le maître de l'Italie et réaliserez ensuite votre rêve de la création de l'Empire romano-hunnique que vous avez évoqué tout à l'heure. Je ne vous pose qu'une question principale, que sera dans ce cas le sort de l'Église et de la population chrétienne? Les chrétiens jusque récemment étaient poursuivis cruellement par l'État. J'ai peur que de nouvelles épreuves ne les attendent. Attila remarque, dans mon empire, les chrétiens, comme les représentants des autres religions, se sentent tranquilles. Les centaines de milliers d'Ostrogoths et les autres germaniques sont chrétiens, sans parler des anciens Romains de la Dacie et de la Pannonie, des Grecs de la mer Noire et des villes balkaniques occupées par nous. Des millions d'habitants des steppes du Danube jusqu'à la Chine croient aussi en un Dieu unique et tout-puissant.
Le pape écoute avec grand intérêt cette déclaration et s'anime. Malheureusement, les Goths sont ariens. Nous avons des différends importants. Attila l'interrompt, nous trouvons que plusieurs voies peuvent conduire vers le même Dieu. En plus, je ne pense pas qu'un simple Goth comprenne la différence entre les divers courants du christianisme. Dans tous les cas, je vous promets après la création de l'Empire romano-unique le soutien officiel de l'Église chrétienne et l'aide à la christianisation volontaire des habitants de l'Espagne et de l'Afrique jusqu'à la frontière chinoise. Surpris, le pape s'exclame involontairement, de l'Espagne et de l'Afrique jusqu'à la frontière chinoise. Attila sourit. Les uns pensent qu'il sera un jour un souverain sur la terre comme il n'y a qu'un seul Dieu dans le ciel. Alors vous pourrez répandre votre foi parmi tous les peuples. Léon se souvient que les Francs et plusieurs autres peuples germaniques restent encore païens et continuent à apporter des sacrifices humains. Qu'une partie de la population de la Gaule extermine les missionnaires chrétiens. Pour le christianisme encore faible, récemment devenu religion d'État, qui n'a pas encore lancé de racines profondes dans la conscience même de la population des empires romains, s'ouvre une perspective ambitieuse dans cette situation politique dramatique. Léon revient de son étonnement, vous savez, je suis réaliste, et pas rêveur. Mais votre proposition est extrêmement séduisante. Je réfléchirai. Attila le regarde attentivement. En fait, vous êtes aussi constructeur d'un empire comme moi. Grâce à vos réformes, la papauté romaine devient une force politique sérieuse. La cour papale ressemble maintenant à la cour impériale. Les évêques dépendent de plus en plus de vous. Je suis ravi de voir l'évolution de cet empire invisible sans aucune frontière. Votre création peut survivre même à la disparition éventuelle des deux empires romains. Je vous trouve comme l'homme le plus sage de la terre. Léon est flatté et dit très sincèrement. Merci pour la compréhension. C'est très difficile pour moi, je fais de grands efforts comme vous le faites aussi. Cette ambassade est la toute première grande mission diplomatique de l'Église catholique et je voudrais que mon intervention soit couronnée de succès. Attila le regarde dans les yeux et dit lentement, je compte que l'Église puisse aider à la consolidation et garantir la stabilité du futur empire romano-unique. Je propose de commencer sérieusement à réfléchir sur la possibilité de notre future union sur la base d'une communauté d'intérêts. Je peux aider l'Église à l'élargissement rapide de sa sphère d'influence. Nous discuterons de cette question en détail, quand je viendrai en Italie la prochaine fois. Le pape tressaille involontairement. L'empereur continue tranquillement. Pour moi, la victoire militaire n'est pas la chose la plus importante. Pour cette année, il me suffit de gagner votre amitié et votre compréhension. Votre mission sera couronnée d'un grand succès. Je suis d'accord pour quitter l'Italie avec mon armée à la condition de... Pendant qu'Attila et Léon discutent, Oreste dans sa tente parle avec les sénateurs. Avienus demande « Comment va le comte Romulus, votre beau-père » Il est malade et se soigne dans sa villa, près de Petavium. Qu'il n'hésite pas à venir à Rome, mon docteur sera à sa disposition. Merci, c'est très gentil. Je lui conseillerais. Il vous estime beaucoup. Un soldat apporte du vin et des fruits. Oreste porte un toast. À votre santé, père conscrit. Pour l'union entre les Romains et les Huns. Les sénateurs vident leurs coupes, Trigésius s'anime. On parle beaucoup des années d'études d'Attila en Italie. Nous sommes impressionnés par la naissance de l'Empire du Nord. On porte grand espoir sur votre influence auprès d'Attila. L'empereur lui-même nous a dit que vous êtes parti après avoir demandé l'accord de Galla Placidia et pour sauver Rome. J'espère que, grâce à vous, nous réussirons à mettre fin aux hostilités. Avicius s'adresse à Oreste. Je pense que l'estime que manifeste Attila à votre égard,
c'est aussi l'estime à l'égard de Rome. Ainsi j'espère que Rome restera toujours debout car un vieux proverbe dit, tant qu'est debout le Colisée, est debout aussi Rome, quand tombera le Colisée, tombera aussi Rome, quand tombera Rome, tombera aussi le monde. Oreste se souvient avec sourire comment, il y a 40 ans, il a regardé du Capitole avec son père le panorama de la ville éternelle et demande: existe-t-il toujours le collège des Luperques? J'ai été choqué par leurs courses rituelles autour du Palatin pendant ma première visite de Rome à 12 ans. Les sénateurs rient, Trigésius dit. Maintenant les nobles courent rarement tout nus pendant la fête des Luperques, ils préfèrent engager les jeunes à leur place. Oreste note, je ne suis pas venu à Rome depuis presque 30 ans. Avitus propose, mais vous pouvez partir avec nous porter la réponse d'Attila à l'empereur, puis je vous invite à passer quelques jours dans ma villa sur le bord d'un grand lac. Je crois qu'Attila transmettra sa réponse avec vous. Mais, peut-être, voudra-t-il que je rencontre la princesse Honoria? D'ailleurs, où est-elle? Les sénateurs se regardent. Trigésius répond d'une voix hésitante, personne, à Rome, ne le sait exactement sauf l'empereur. Elle est probablement exilée dans une île. Le matin du 6 juillet, Attila lui-même déclare en latin que l'accord est conclu et que l'armée une quittera bientôt l'Italie. Il salue le pape Léon comme l'homme le plus sage de la terre et lui souhaite la longévité. Le pape est très touché et ému, il se donne l'accolade et se sépare amicalement. Avec les sénateurs, Attila se comporte tout à fait autrement. Il déclare fort, pour que tout le monde entende, transmettez à l'empereur Valentinien que j'attends toujours ma fiancée Honoria. Je reviendrai encore plus terrible et impitoyable, si la princesse n'est pas remise à mes ambassadeurs avant l'expiration du délai, fixé par l'accord. Prosper d'Aquitaine, encouragé par l'entente d'Attila et de Léon, s'exclame, je crois que l'empire du sacerdoce apostolique soumettra de nombreux peuples au spectre de la croix. Ce que Rome n'a pas pu soumettre par les armes. Ainsi Rome deviendra plus grande en tant que capitale de la religion qu'en tant que trône du pouvoir impérial. Quelques jours après, l'armée une quitte l'Italie et passe par Innsbruck actuelle et détruit sur sa route Augusta Vendelicorum, à Augsbourg. La concession incroyable d'Attila à la demande du pape a engendré de différentes rumeurs et des légendes. Une de ces légendes dit que l'empereur I était préparé à la rencontre avec Léon par une belle jeune fille portant le nom d'Héléna, une jeune romaine, belle, pure et pieuse. Habitait aux environs de Mantoue. En espérant l'aide de Dieu, elle resta seule dans la villa familiale que ses parents désertèrent à l'annonce de l'arrivée des Huns. Attila, passant devant la villa avec une petite escorte, décide de s'arrêter et de se reposer un peu. La jeune fille sort à sa rencontre et avec son plus charmant sourire l'invite à entrer et lui propose l'hospitalité. Attila est tellement séduit qu'il demande de donner à ses hommes quelque nourriture dans la salle voisine et veut causer avec elle en tête-à-tête. Elle accepte, et ils parlent. La jeune fille parle de tâches accomplies, de miséricorde après la vengeance, de vieillesse heureuse, des joies de la paix et du repos des guerriers. Il est ravi et prêt à tout pour elle.